Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 13e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Au menu du podcast qui gagnera le mondial, nous sortirons les mouchoirs pour l'Australie avec Antoine Blanchet-Quérin et le Nigeria de Pierre-Marie Gosselin. Nous nous rendrons ensuite à Lima pour voir avec Romain Lambert comment le Pérou a vécu sa victoire pour l'honneur, puis un petit peu à Buenos Aires grâce à Antoine Latran avant de débriefer la qualif des Argentins avec Nicolas Cougo. Nous ferons enfin le point sur la Corée du Sud avec Baptiste Mourgal, le Mexique avec Diego Tonatu, le Costa Rica avec Grégory Chaboch et le Brésil avec Marcelin Chamois avant leur dernière rencontre de poule. Ils avaient leur destin entre leurs mains, les Socceroos n'en ont pas profité, recevant Antoine Blanchet-Quérin pour débriefer la défaite de l'Australie et faire un court bilan de son mondial. Bonjour Antoine, comment ça va ? Mais ça va bien, et toi Simon ? Ça va très bien et je vois que tu gardes la pêche malgré la défaite de tes Socceroos qui ratent du coup la qualification pour les huitièmes, laissant le Danemark se faufiler. On peut le dire comme ça, hein. Les Danemark sont faufilés entre les Péruviens et les Australiens pour prendre cette qualif. L'Australie qui avait son destin entre les mains et qui a perdu donc 2-0 face aux Incas. Aujourd'hui, tu as envie de commencer en remerciant, ou plutôt en saluant, le geste du second buteur péruvien, le capitaine du Pérou, de la Blanquerroja, Paulo Guerrero. Oui, donc voilà, je voudrais remercier Paulo Guerrero, enfin remercier, ça c'est mon point de vue personnel, c'est la façon dont il a célébré son but, le deuxième but péruvien, il l'a fait de façon très modeste, parce qu'il s'est sans doute rappelé que sans le capitaine Maljedina, qui est le capitaine de l'équipe de France et de l'équipe du Danemark, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui et il n'aurait sûrement pas marqué dans ce mondial. Donc même s'il a marqué ce deuxième but péruvien et que le stade était à l'honneur du Pérou, il a vraiment fêté ça de façon modeste. Et j'ai trouvé que pour un joueur comme lui et par rapport à l'équipe nationale où il joue, c'était un geste ultra classe de ne pas célébrer de façon explosive face aux Australiens. Très bien, bah écoute, c'était à dire en effet, c'est très sport de ta part. Parlons un peu plus de l'Australie. L'Australie est pour sa part retombée un petit peu dans ses travers que tu peux nous expliquer. Oui, c'est ça. Bah, on attendait une victoire, on l'a pas eu. Et puis de toute façon, si la victoire il y avait, le Danemark a fait le travail contre l'équipe de France. Donc l'Australie ne serait pas passée en huitième de finale. Mais voilà, on voulait une ultime victoire pour se dire voilà, on a quand même fait une belle Coupe du Monde et on peut commencer déjà à préparer la Coupe continentale qui est en 2019, en janvier et février 2019. Et bien pas du tout. En fait, de ce dernier match de Bert van Marwijk, qu'on ne critiquera pas de façon constructive parce que ce serait perdre de temps, parce qu'aujourd'hui, Bert van Marwijk n'est plus l'entraîneur de l'Australie, il a été pris uniquement pour la Coupe du Monde, et c'est Graham Arnold, l'ancien entraîneur du CNFC qui va reprendre. Mais c'est surtout, en fait, des mots et des démons qui sont revenus et qui sont toujours là, parce qu'il faut savoir que Ange Postecoglou jouait de façon très offensive avant, avec une défense à 3, pour essayer de pallier à ce numéro 9 qui manque tant à l'Australie. Tim Cahill est là, mais Tim Cahill voilà, accuse les années. Et je crois que ce soir ou demain matin, on verra que Tim Cahill annonce sa retraite internationale et on n'a toujours pas de remplaçant digne de ce nom, digne d'un nom comme Tim Cahill. Andrew Nabbout a bien essayé, Tommy Juric a essayé depuis des nombreux mois. On n'a pas ce neuf et contre le Pérou, c'est ce qui nous a manqué. À l'image des statistiques, on a eu 14 tirs pour 0 but et les Péruviens qui ont eu de la chance sur leurs 2 buts ont réussi à marquer en 4 tirs 2 buts. Et voilà, la chance était du côté péruvien. Mais voilà, l'Australie a encore manqué dans les derniers gestes. Et on va se rappeler des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, comme l'Arabie Saoudite, où on va avoir plein d'occasions. Et à la première occasion adverse, but. Donc voilà, on revient toujours aux mêmes conclusions. Et donc là, Graham Arnold va récupérer
une équipe qui a malheureusement pas évolué. Donc, il va devoir tout refaire et surtout essayer de trouver voilà, un buteur, quelqu'un qui est capable de finir les occasions parce que l'Australie en a vraiment besoin. Chantier en cours. Donc, pour terminer, c'en est fini donc de l'Australie dans cette Coupe du Monde. Quel bilan tires-tu de cette Coupe du Monde des Socceroos? Très rapidement. Le bilan, on va pas pouvoir faire un bilan de Bertrand Marjouik parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est terminé pour lui. Mais on pourrait se dire que voilà, donc est-ce que une page va se tourner, une autre page va se tourner? Je pense que Mark Milligan va prendre sa retraite. La fédération va essayer de le pousser jusqu'à la Coupe continentale en 2019. Je ne pense pas que Maïdje Dinak va continuer non plus, du moins pour la prochaine Coupe du Monde, j'entends. Tim Cahill, c'est certain. Et je pense que plus tard, il va falloir construire la future équipe australienne sur Matty Ryan, Trent Sainsbury, Massimo Luongo, qui, voilà, une deuxième Coupe du Monde n'est toujours pas une minute de jeu, alors qu'il avait fait toute la phase de préparation en étant titulaire. C'est aussi très triste pour lui. Et en attaquant, de mon point de vue personnel, partir avec une basse scène qui est Jamie McLaren. Donc voilà, après, voilà, il y aura sûrement des jeunes qui vont arriver. On pense à Daniel Arzani qui a fait une excellente Coupe du Monde et qui va probablement partir du championnat national pour aller voir ailleurs, surtout en Europe. Mais voilà. Après, voilà, Graham Arnold va avoir un très très gros travail à faire. Et on ne souhaite que succès pour ces 4 prochaines années aux techniciens australiens. Très bien. Eh ben, écoute, on suivra le parcours des Socceroos jusqu'au prochain mondial dans 4 ans, dans ces coupes continentales. On suivra comme on le fait toujours sur Lucarne Opposé, dans la FC Corner, l'équipe d'Australie de football et aussi son championnat avec toi, la A-League et ton compte Twitter A-League. Bah écoute, merci beaucoup Antoine. Merci à toi, Simon. C'est ton dernier passage sur Ah les oui, c'est podcasts Notre malheureusement, Coupe du Monde. il y a pas de repêchage. Il n'y a pas de repêchage. Donc on te dit à la prochaine pour un AFC Corner. Allez, promis. Ciao Antoine. Ciao. Eux aussi avaient leur destin entre leurs mains, et pour le coup ils l'ont même tenu jusqu'à quelques minutes du coup de sifflet final, ces Nigérians. On fait le bilan des Super Eagles avec Pierre-Marie Gosselin. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu? Bonsoir Simon, ouais, un petit peu triste après cette élimination, un petit peu cruelle. Plutôt cruelle, oui, puisque le Nigeria a donc perdu 2-1 contre l'Argentine et n'est donc pas qualifié pour les huitièmes après les avoir entrevus pendant une bonne partie du match en faisant match nul en revenant des vestiaires puisqu'ils étaient menés jusqu'à la toute fin du match, un but salvateur pour les Argentins de Marco Rojo. Tu l'y as cru, toi? Ouais, franchement, bon, le début de match très compliqué. On a retrouvé le même Nigeria que face à l'Islande. Tu vois, finalement, il était reparti avec la même composition d'équipe. Avec le même milieu de terrain finalement assez offensif. Voilà, le début du match où on sentait que les joueurs étaient uniquement concentrés sur la défense. L'attaque, Moussa était en train de se battre un petit peu, mais Iacho à côté de lui, c'était très compliqué. Il mettait pas un pied devant l'autre. Même si à la fin, il aurait pu obtenir un penalty sur un jeu un petit peu dangereux. Je crois que c'est Otamendi ou Mascherano, je sais plus qui fait qui lui fait la faute, mais bon, ouais, sur la première mi-temps c'est compliqué, puis c'est passé ce qui était annoncé, à savoir un but de Messi, voilà, super but, on lui envoie une traversale sur le genou, le ballon reste collé, le contrôle d'après est parfait, voilà, donc ouais, et puis la deuxième mi-temps arrive, le coach fait des changements. Iheanacho sort pour faire entrer Gallo qui apporte tout de suite beaucoup plus de puissance. Il a un gabarit plus important du jeu aérien et puis ça perturbe cette défense d'Argentine parce que même si en première mi-temps le Nigeria n'a rien fait, les peu de fois où ils se sont rapprochés un petit peu de la défense, je peux te dire que les supporters argentins ne devaient pas être très très sereins parce que c'est vraiment inquiétant cette défense argentine et voilà, donc après quand la deuxième mi-temps recommence, voilà, le scénario parfait, un but accordé, enfin un penalty qui se siffle, hein. Mascherano là sur le coup a fait preuve de pas beaucoup a été un petit peu con, il donne un penalty et puis plus le match avance, plus on sent un Nigeria quand même qui commence à s'installer, sûr de sa force en défense. Tu vois, Obi Mikel qu'on a annoncé numéro 10, finalement, il se retrouvait en poste de numéro 6. Il était en train de s'occuper un petit peu sérieusement de Messi dès qu'il venait dans l'axe. Tu vois, on sentait qu'il était au contrôle de cette défense-là. Et puis
Et puis là, au moment où j'y ai le plus cru, c'est quand on commençait à avoir des occasions contre et que, ben voilà, quand Igalo là nous fait 2 ratés, c'est un peu dommage, voilà. Pour te dire, j'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru. Et puis tu prends un but, un centre de Mercado qui a pas été très bon de tout match, qui a pas fait un bon centre. Ça atterrit dans les pieds de Rojo, l'autre latéral. Enfin, c'est un but assez, voilà, c'est un but sur l'envie. Les Argentins ont tout donné, ils ont cru. Voilà, les Nigérians ont peut-être, ils ont pas su mettre le deuxième but qui les aurait, je pense, mis à l'abri. C'est tout à fait vrai. Ma foi, tu as tout dit sur cette rencontre. Moi, j'ai envie de te poser une autre question pour terminer. C'est donc les au revoir du Nigeria à cette Coupe du Monde 2018. Quel bilan tu ferais des Super Eagles? Bon, écoute, quand je faisais la présentation sur le site, c'est vrai que au vu de l'expérience et de la moyenne d'âge de cette équipe-là, sortir de la poule, c'était bien, mais c'était déjà quand même, c'était même quand même très bien, quoi. Euh, Au vu du scénario de cette Coupe du Monde-là, on peut avoir peut-être quelques regrets sur ce dernier match parce que c'est vrai que ça se joue à peu de choses. Peut-être qu'au début, ils respectent trop l'Argentine, ils respectent trop Messi, donc ils sont pas assez, même malgré cette concentration, il manquait peut-être d'un peu de méchanceté. Et du coup, ça laisse quelques regrets, mais globalement, sinon, cette Coupe du Monde est quand même pas mal. On a notamment vu Etebo au milieu du terrain. Sur les 2 derniers matchs, il est quand même très très intéressant comme joueur. On sent qu'il va pouvoir prendre le relais d'Obi Mikel. Après, il y a quand même quelques petits points de déception. Iheanacho en attaque qui a pas été très très bon. Alex Iwobi, qu'on attendait comme un petit peu la petite révélation côté nigérien, a pratiquement pas eu de temps de jeu. Donc voilà, un petit peu une Coupe du Monde quand même un petit peu frustrante, mais qui permettrait logiquement aux Nigérians de pouvoir se présenter dans 4 ans avec des ambitions un peu plus importantes. Encore faut-il qu'il y ait un petit peu de continuité à la fédération, qu'on continue à faire confiance à Gernot Rohr et à cet effectif-là, ce qui n'est jamais garanti quand on parle du Nigeria. Mais voilà, sinon, s'il fallait donner une note, quand même un petit peu plus que la moyenne, parce que ils se sont donné des chances de se qualifier jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute pratiquement. Donc c'est quand même intéressant pour un effectif aussi jeune. Très bien. Écoute, on espère qu'on reverra d'abord le Nigeria à la prochaine CAN et puis ensuite à cette Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec la même génération plus mature, plus à même de faire un très beau parcours. Merci beaucoup Pierre-Marie. On se retrouve après-demain pour le Sénégal. Ouais, demain, la dernière chance. Demain pour faire le brief du Sénégal. Ouais, avec grand plaisir. La dernière chance, ça commence. L'étau se resserre sur mon continent là. Je commence à trembler. Salut PM. Bonne soirée Simon. À demain. Filons par-delà la cordillère des Andes pour rejoindre Romain Lambert à Lima, où tous les Péruviens ont suivi la victoire des leurs, la main sur le cœur. Un triomphe pour la gloire, pour l'histoire. D'attente. Le Pérou a attendu 36 longues années pour célébrer un but en Coupe du Monde. Une fête mesurée mais pleine de fraîcheur, voyons avec Romain comment cette victoire, somme toute historique, a été vécue du côté de Lima. Hola Romain, comment vas-tu? Salut Simon, bah ouais écoute, ça va mieux on peut dire. Ça va mieux, la tête est relevée, l'honneur est sauf, puisque le Pérou s'est donc imposé face à l'Australie, 2-0, des buts de Carrillo et Paulo Guerrero. Tu as vécu ce match, on l'a entendu avec tes collègues, on a senti une joie fraîche, un peu, comment dire, on a senti un peu de délivrance, un peu comme un soulagement, mais tout de même une certaine mesure. Je me trompe?
Oui, c'était une délivrance, quoi. Le but, on voulait pas partir de la Coupe du Monde sans avoir mis un seul but quand même. Là, voilà. Non, c'est vrai que le but, c'était je pense tout le pays a dû se retrouver dans la même situation, a dû crier toutes ses tripes un peu, et j'imagine dans le stade. Mais ouais, après, bon, j'ai vu le match au boulot, donc c'est vrai que c'est resté mesuré, on va dire. Qu'est-ce que tu as pensé du match rapidement Bah, en fait, c'est marrant. Je trouve qu'on a moins bien joué que les deux premiers matchs, mais au final, on a eu les deux ingrédients qui manquaient. C'était pour le coup, enfin, moins de pression. Voilà, on a retiré la pression et on a eu de la réussite. Donc voilà. Et là, ça a marché et c'était vraiment ce qui manquait pour les deux premiers matchs. C'est dommage parce que on a vu que le Pérou aurait pu vraiment passer voilà quoi, à un but près, aurait pu passer en huitième, quoi. Dommage. notamment contre le Danemark, où les occasions ont été légion. Eh ben, écoute, puisqu'on reparle de ces autres matchs, l'heure est venue de faire le bilan de ce parcours du Pérou, ce retour après 36 ans d'absence dans une Coupe du Monde. Quel bilan tu ferais de ce mondial des Péruviens? Bah, c'est quand même un bilan positif au final, parce que je le rappelle, l'objectif du Pérou, c'était déjà de se qualifier à cette Coupe du Monde. Donc voilà, ils ont pu enfin participer à une Coupe du Monde. Ils ont fait des beaux matchs, ils ont fait un beau jeu. Les supporters ont été géniaux. Les joueurs ont répondu quand même présents. Bon, voilà, on l'a dit, il y a eu beaucoup de pression, manque de réussite. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça. Et on a de beaux espoirs aussi pour le futur, parce que il y a eu pas mal de jeunes quand même dans cette équipe, et ils seront là pour déjà les Copa América et pour les qualifs pour les prochaines Coupes du Monde. Donc pas mal d'espoir, je vois. Pas mal d'espoir on sait que les qualifications pour les Coupes du Monde sont en Amérique latine, hein, en Amérique du Sud, pardon, sont toujours très compliquées, que c'est un tournoi très relevé pour se qualifier. Est-ce que tu penses que le Pérou aura la capacité de retourner affronter ces nombreuses nations? On sait que dans les non qualifiés, il y a des équipes tout de même comme le Chili, le Paraguay ou l'Équateur, qui sont des nations qu'on voit régulièrement. Alors déjà, tout dépendra si le sélectionneur reste, Ricardo Gareca. Donc il va donner sa réponse, je pense, là, incessamment sous peu. Donc ça dépendra vraiment de ça. Moi, je pense pour ma part qu'il va rester au moins voilà, pour les qualifs, pour la prochaine Copa América. Et si c'est le cas, ouais, je pense que Pérou peut vraiment avoir une carte à jouer dans cette zone d'Amérique du Sud. Même si, comme tu le dis, on a des grosses nations comme le Chili, l'Équateur qui était absente aussi. On voit aussi l'émergence du football au Venezuela, qui ont fait des derniers matchs de qualif plutôt pas mal. Donc, mais ouais, non, le Pérou a sa carte à jouer, quoi. Donc voilà, on espère, quoi. De toute façon, il faudra se battre comme tout le temps. On a l'habitude. On a l'habitude. Eh ben, écoute, on salue ces guerriers incas, ces guerriers péruviens qui, comme tu l'as dit, n'ont pas fait mauvaise figure, ont perdu, mais avec les honneurs, puisque bah, de toute façon, voilà, ils ont fini par gagner un match, par marquer des buts, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps et ce qui était recherché par tout un peuple. Et puis, dans la défaite, ils ont été plus que méritants, puisque contre le Danemark, ils ont quand même dominé leur sujet. Contre la France, ils ont fait plus que jeu égal, ils ont fait jeu égal. Voilà, donc bravo le Pérou, et on se retrouve très prochainement, en tout cas sur le carne opposé, pour la Copa América 2019 au Brésil. Merci beaucoup, Ouais. Romain. Non, bah merci à vous. Ah, bah, ça, c'est tout pour moi dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, c'était un plaisir pour partager tout ça avec vous tous. Et voilà, bah, en tout cas, que le meilleur gagne. On espère une nation lucarne opposée quand même, championne du monde. On espère, et on va on va prier. Je suis pas du genre à prier, mais on va espérer que voilà, on va garder sur les espoirs. Merci beaucoup, Romain. Salut. Ouais, ciao. Antoine Latran nous emmène maintenant dans les bars de Buenos Aires pour revivre ce Nigeria-Argentine qui a tant fait suffoquer les gauchos. Si Léo Messi a rapidement mis les siens sur les bons rails, mais le Nigeria est revenu au score au retour des vestiaires, un scénario que les Argentins n'ont pas trop apprécié. Ça se passe de traduction.
Heureusement pour l'Albiceleste, sur un centre de Mercado, Rojo fait trembler les filets nigérians à 4 minutes du terme, de quoi enfin faire chanter les porteños. Allez, on se donne un rendez-vous en 8e, messieurs les Argentins. Revenons tout de suite sur la rencontre en elle-même avec Nicolas Cougo. Hola Nicolas, comment ça va? Ça va mieux. Bonjour Ça va Simon, mieux, ça va mieux. Je respire un Tu peu là. respires? J'ai C'est bien. battu le record du monde d'apnée, je respire là. Et oui, en effet, car les Argentins, vous l'aurez compris, avec les audios d'Antoine Latran, les Argentins ont souffert pour avoir cette victoire, pour obtenir ce billet pour les 8e de finale, et cette victoire 2-1 contre le Nigeria. Alors c'est tout simple. Qu'as-tu pensé de cette victoire au forceps de l'Albiceleste? Ouais, au forceps. On est à chaud, donc forcément l'analyse du contenu, même si elle est facile à faire, puisqu'on si on prend un tout petit peu de recul 2 secondes, on va s'apercevoir que c'est toujours c'est toujours le même contenu du côté de l'Argentine. J'avais dit hier de manière un petit peu provocatrice, je dirais, mais aussi parce que c'était l'état d'esprit que la clé du match, c'était que le Nigeria rate son match. Le Nigeria a totalement raté sa première mi-temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et par contre, dès qu'il a commencé à accélérer en deuxième mi-temps, franchement, il y a eu des moments de grande frayeur chez les Argentins. Cette équipe est fragile. Cette équipe ne trouve toujours pas la solution offensivement dans son animation. Et puis voilà, donc une victoire au forceps, victoire au courage, au cœur. C'est un peu à l'image de l'action du but. Enfin, tout est illogique. Un centre réussi de Mercado. Alors, sur Bein, Omar da Fonseca, il hallucinait, mais c'est vraiment ça, quoi. Un centre réussi de Mercado, ça doit être le premier depuis 5 ans. Et Rojo qui arrive en position d'avancante pour mettre une volée du droit. Bon, écoute, on était sorti de la planète là. Il fallait moins ils ont ça. beaucoup invoqué ils ont invoqué les dieux avant le match. Je pense que c'est ce qui s'est passé là. C'est pas possible. Il fallait au moins ça. Quels enseignements tu arriverais à tirer de ce que tu as vu de l'Argentine, justement, quand tu parles d'animation, de composition? On sait une fois de plus que le 11 argentin a été remanié, qu'on ne sait toujours pas vraiment où Sampaoli va. Peut-être que lui, maintenant, on sait plus, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements? Écoute, on peut tirer peut-être un enseignement, parce que c'est pour moi l'homme du match, c'est Banega. Et voilà, il y a eu beaucoup de discours sur l'avant-match. Alors c'est pareil, on ne va pas reprendre le débat de savoir qui de Sampaoli ou de Mascherano a fait la compo. Ils ont rappelé les cadres. C'était aux cadres d'assumer leurs responsabilités pour ce match. Ils ne l'ont pas forcément fait avec talent ou avec une outrageante domination, enfin voilà, avec conviction. Enfin, ils ne nous ont pas convaincus. Mais voilà, il y a un homme que je sortirais du lot, c'est Banega, parce qu'il apporte ce qui manquait à l'Argentine, cette capacité à trouver des passes qui vont briser des lignes. Et il l'a remarquablement bien fait. Donc à la limite, ce que je retiendrai vraiment, c'est ça. Sinon, écoute, malgré la victoire, je retiens que c'est toujours extrêmement fragile, extrêmement peu équilibré, et ça peut voler en éclats assez rapidement, je trouve. C'est très, très fragile. Très fragile. L'Argentine finit donc seconde de son groupe et affrontera l'équipe de France, notre équipe de France. Enfin, mon équipe de France, je ne sais pas. Toi, de quel bleu tu seras vêtu ce jour-là? Parfois avec ça, j'en doute. Tu restes français? Je reste français quand même. Je ne suis pas argentin à la base, donc je ne vais pas me la jouer nouveau supporter de l'Argentine. C'est bien. Alors, l'Argentine va donc affronter la France, qui, on le sait, ne convainc pas tout le monde, d'ailleurs à raison, par moment. Sans parler de la France, est-ce que tu penses que l'Argentine est armée pour rencontrer une équipe, on va dire, un peu plus costaud que l'Islande et le Nigeria en principe?
En principe, la France ne va pas mettre de ligne de 4 et essayer de contrer. Quoique, j'ai des doutes. Parce que la France, on a vu, on l'a senti que la France était quand même capable d'être vraiment redoutable et surtout redoutable en contre. Donc normalement, il devrait y avoir un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de liberté pour les offensifs argentins. La seule question que je me poserais, alors tu l'as dit, on ne va pas parler de la France, mais surtout par rapport à l'Argentine, même si je ne vais pas tomber dans le piège classique du dire ils reviennent de l'enfer, maintenant ils vont tout renverser. Ça, je ne crois pas à ce genre de choses. Mais il y a eu des propos sur la fin de match. Alors, tu vois, c'est pareil, c'est toujours est-ce que c'est de la méthode Coué ou pas. Rojo, par exemple, a parlé d'unification du groupe, d'un groupe qui en a pris plein la tête ces derniers jours, et voilà, il méritait ça. On va voir. J'ai envie de te dire, on va voir si cette victoire de l'Argentine, à défaut d'être un match référence dans le jeu, sera un match référence pour le groupe. On disait hier, avant ce match, que l'Argentine de Sampa n'avait aucun match référence. Peut-être que, du point de vue mental, ça peut en être un. Et je le rappelle, et comme je le disais à l'instant, cette Argentine-là étant fragile, est-ce qu'avec un autre mental, est-ce qu'elle peut être boostée par ce mental-là et dans ces cas-là, être beaucoup plus dangereuse? C'est la grande question. Et ça, on aura la réponse que face aux Bleus. Très bien, et écoute, rendez-vous, le premier huitième de finale, c'est le 30, c'est le samedi 30, non? C'est pas ce que j'avais noté. Donc rendez-vous très prochainement, ce week-end en tout cas, pour on verra les dates plus après, pour ce France-Argentine, pour un brief de ce France-Argentine, puis un débrief de ce France-Argentine. Merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie, merci à toi, et à la prochaine. À la prochaine, et on parlera de la dernière du Panama. Exactement, allez. Salut. Allez, c'est parti pour les briefs de ce mercredi, une grosse journée encore pour Lucarne opposé. Commençons tout de suite par la Corée du Sud de Baptiste Mourigal. Bonjour Baptiste, comment vas-tu? Salut Simon, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, on est parti pour ce dernier tour de piste. Enfin, dernier tour de piste de la Corée. Si le résultat n'est pas au bout, n'est pas à la clé, car la Corée du Sud va affronter l'Allemagne, pour essayer d'attraper une victoire nécessaire et obligatoire pour pouvoir se qualifier et espérer d'ailleurs un résultat favorable dans l'autre match. Les joueurs coréens, après leurs 2 défaites, ont subi sur Internet, sur les réseaux sociaux, quelques mauvaises blagues. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors en Corée du Sud, il y a un sport national de la part des supporters, c'est d'aller de se rendre sur les pages perso, donc Instagram, Facebook, Twitter ou KakaoTalk, le grand média, le grand réseau social coréen, pour, j'appelle ça du harcèlement, mais c'est surtout pour les insulter, pour leur faire passer le message que tout ne va pas. Et ça, les Sud-Coréens sont très friands de faire ça avec tout type de jeux, de sport ou même de faits de société. Et donc là, les supporters se sont amusés à aller sur les pages personnelles de certains joueurs, dont Jang Yoon-soo, qui est à l'origine du penalty, puis ensuite du tacle, qui a fait beaucoup rire nombreuses personnes sur Internet devant Chicharito, sur le deuxième but. Et donc, ils se sont amusés à l'insulter, à insulter même sa famille, à aller très très loin. Ce qui fait que certains joueurs, et dont Jang Yoon-soo, ont été obligés de fermer leur compte ou de les rendre privés. Donc, il y a même des joueurs, par exemple le gardien Cho Yeon-woo, qui a été obligé de le faire, alors que c'est sans doute le seul joueur qui n'a rien à se reprocher dans ce mondial, qui a été impeccable et qui a quand même subi ce genre de choses. Il avait un compte Instagram avec sa femme, et visiblement sa femme a subi elle aussi des insultes. Donc
c'est pas vraiment agréable pour les joueurs. Donc, certes, tu as le droit de faire des erreurs, d'être critiqué, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin en les insultant et même en insultant leur famille. Et ça les met pas forcément en bonnes conditions pour le match de demain où ils doivent faire un miracle. Il faut, même s'ils ont été critiqués, il faut quand même aller les soutenir. Parce que si demain ils gagnent et qu'ils font un miracle en éliminant l'Allemagne et en se retrouvant en huitième de finale, ils vont se retrouver bien cons, ceux qui ont été insultés juste pour des performances de foot. Donc voilà, C'est bien ça, oui. c'est pas vraiment, franchement, je trouve que c'est un peu bas et En débile de effet, faire. oui, à faire. c'est peu de le dire. Et d'ailleurs, ça fait penser que dans le même groupe, le Suédois Jimmy Durmaz, qui est coupable sur la faute qui a amené le coup franc de Kroos, a subi lui aussi des attaques sur les réseaux sociaux. Donc, il faut croire ce groupe de Coupe du Monde a quelque chose avec ce genre de méfaits. Donc, ce n'est pas du tout une bonne préparation avant de jouer un match capital contre le tenant du titre. Comment les Coréens, d'un point de vue un peu plus sportif, abordent ce match-là? Bah, alors les joueurs, il y a eu le président qui est venu, donc j'ai mis la vidéo sur Twitter, qui est venu dans les vestiaires juste après la défaite. Donc, bien sûr, tout le monde était limite en train de pleurer, dont Son Heung-min qui était carrément en larmes. Et il leur a donc tenu un discours en leur disant: «Vous avez bien joué, ne vous inquiétez pas, donnez tout sur le dernier match, il n'y a rien à perdre, allez, battez-vous». Ce qui fait que les joueurs maintenant on considère qu'ils sont sans pression, qu'ils n'ont plus rien à perdre, que le président les a quand même bien remotivés et ils se disent: «Bah, voilà, maintenant on va aller jouer, on va jouer, sans le frein à main et puis, on va essayer de montrer ce dont on est capable». Bon, ça, ils le disent depuis le début, mais là, je pense que là, ils sont quand même soulagés d'un poids en se disant, «Si on perd, qu'est-ce qui va nous arriver? Rien, on est déjà éliminés, pratiquement éliminés. Si on gagne, il peut nous arriver que de bonnes choses». Donc D'accord. voilà, est-ce que ça va changer, quelque chose? Je ne pense pas, je suis pas quand même si tu veux, je dis que 98 de moi pensent que c'est mort et 2 y croient. Donc voilà, est-ce que ça moi je pense que ça va pas changer grand-chose, on va se retrouver toujours dans les 98 mais si les joueurs peuvent se faire plaisir, au moins une fois dans cette coupe du monde, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de plaisir. Déjà avec l'énorme pression qu'ils s'étaient eux-mêmes mis et avec le style de jeu que leur a donné Shin Tae-yong. Et en plus, dans les conférences de presse, ils ont enfin parlé de contre-attaque. C'est la première fois qu'ils parlent de contre-attaque, donc ça veut peut-être C'est dire ce qu'ils que vont j'allais te revenir demander. aux bases du foot asiatique, de se projeter très vite vers l'avant, la récupération du ballon. Donc autant qu'ils se fassent D'accord. plaisir et puis on verra bien. De toute On façon, peut en face, c'est s'attendre, on peut l'Allemagne. s'attendre à des Coréens qui, très logiquement, tenteront de prendre l'Allemagne en contre-attaque. Je pense que de toute façon, c'est prévu. L'Allemagne va avoir le ballon et la Corée va essayer de le récupérer, d'aller très vite vers l'avant. Et en plus de ça, et c'est triste à dire, mais il y a Ki Sung-yueng qui est blessé et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce qu'il a une fâcheuse tendance je sais même pas si c'est de son fait ou si c'est une consigne qu'on lui a donnée, mais il avait une fâcheuse tendance à ralentir le jeu. Donc là, il sera pas là parce qu'il s'est blessé au mollet. Donc on risque d'avoir Kudja Chol peut-être, j'espère. Et lui est beaucoup plus comme il le fait avec Augsbourg, d'aller très rapidement vers l'avant. Donc ça risque d'être un peu plus rapide. Et pour la petite histoire, ça risque d'être Son Heung-min le capitaine. Du moins tout le monde l'espère. Je verrais mal Shin Tae-yong donner le brassard à Jang Hyun-soo après tout ce qui s'est passé. Mmh. Même si lui donner, ça voudrait dire, voilà, on s'en fout de ce que disent les autres, de ce qui t'insultent. Voilà, t'es notre vice-capitaine, tu le resteras malgré les erreurs. Je pense que là, il va le donner à Son Heung-min parce que c'est quand même D'accord. lui le leader de l'équipe. Bon, eh bien, écoute, on suivra cette tentative d'exploit demain de la Corée du Sud contre l'Allemagne et on se retrouvera pour débriefer ce match et peut-être faire un petit bilan de ce mondial coréen ou pas, si le mondial suit. Merci beaucoup, Baptiste, Eh bien, merci à toi. et on se retrouve très bientôt, soit dans l'autre de ces corners. Oui, mais non, la Coupe du Monde, ça va continuer. La Coupe du Monde, ça va continuer, on y croit. Ciao, Baptiste. Salut. Pour le Mexique, la qualif est quasiment acquise, un nul suffira, mais attention, El Tri est capable du meilleur, on l'a vu, comme du pire, ce que Nicolas Cougo, encore lui, espère ne pas voir.
Bonjour Nico, c'était pas forcément très prévu, hein, c'était Diego qui a eu un empêchement, mais tu es arrivé tel un milieu défensif pour soutenir tes milieux de terrain offensifs et récupérer, gratter le ballon. Et du coup, c'est toi qui vas t'occuper du Mexique. Ça va toujours bien? Ça va toujours bien, et Dieu sait, les rares qui m'ont vu jouer au foot, que j'étais un excellent milieu défensif. Bref. Ça a l'air ironique. Bon, concentrons-nous sur le Mexique un instant. Mexique qui jouera donc la Suède pour son dernier match. Un Mexique, on le sait, qui a toutes les cartes en main, mais qui est capable de se saborder. Ouais, c'est tous ceux qui suivent la sélection mexicaine, tous ceux qui connaissent parfaitement le tri. Justement, je pense qu'on a tous été, que ce soit sur ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou voilà, on le voit après dans les commentaires, on n'est pas tous sereins parce qu'on sait, comme tu viens de le dire, que ce Mexique-là, aussi fort soit-il, aussi fort et perfectible soit-il, hein, comme disait Diego dans le dernier podcast, parce que le fait qu'il soit perfectible donne aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il vient déjà de faire. On sait qu'il est capable de se faire piéger, qu'il est capable de se ramasser au moment où il doit franchir le palier. On en revient à ce qu'on dit depuis des mois, depuis des années, enfin, on l'écrit depuis des années, mais on le dit à travers les podcasts depuis des mois, que à chaque fois que le Mexique peut franchir un palier, peut passer un cap, il a cette fâcheuse tendance à rater la marche. Donc oui, il y a ce risque encore, et on espère que cette fois-ci, ça ne va pas arriver une fois de plus. On espère, oui, on l'espère déjà pour avoir un nouveau représentant lucarne opposé en 8e de finale, parce que pour l'instant, c'est un petit peu, il y a eu beaucoup de C'est pas catastrophes énorme. dans leur rang, non? On sait que Diego l'a dit, hein, et redit, depuis que le Mexique fait ses performances-là au mondial, il y a beaucoup de chasse aux sorcières presque dans la presse, et comment dire, les résultats se retournent contre d'anciens contradicteurs de l'entraîneur. Est-ce qu'on a eu de nouvelles choses de ce point de vue-là? On a eu Osorio en conférence de presse, hein, qui a attaqué un petit peu d'entrée. Alors, il attaque de manière assez intelligente, je trouve, dans le sens où il ne se met pas forcément dans la position de victime, mais il rappelle quand même qu'avant d'arriver en Russie, la seule personne qui était remise en question, c'était lui, alors que la sélection ne l'était pas. Et du coup, il en profite pour envoyer un nouveau message à ses joueurs. C'est aussi sa force, hein, à Osorio. C'est aussi pour cela, je pense, qu'il fait autant l'unanimité. Diego en parlait très bien dans le dernier podcast, qu'il fait autant l'unanimité auprès de ses joueurs. C'est il en a profité pour rappeler que cette équipe était une grande sélection, qu'ils avaient des grands joueurs. Et il a même appuyé un peu plus, parce qu'on sait qu'il est souvent critiqué pour... on le sait, hein, on l'a dit, Diego l'a dit, qu'il est surtout critiqué parce qu'il est colombien, mais il a bien appuyé en disant que les gens qui connaissent bien l'histoire du football mexicain savent que c'est la meilleure génération ou l'une des meilleures générations qu'ils ont eues. Et il a bien rappelé que pour cela, les performances actuelles de sa sélection n'étaient pour lui pas une surprise. Et donc, il y a un truc intéressant que je trouve avec Osorio, avec ce Mexique-là, c'est qu'il y a un petit côté France 98 qui est en train de se dégager, équipe de France, hein, pas performance du Mexique en France, dans le sens où ça a été énormément remis en question avant, ça a plus ou moins soudé le groupe et le sélectionneur. Et comme les résultats sont là, parce que comme on l'a dit, hein, et comme Diego l'a dit, comme on le dit tous, le Mexique a de très bons résultats depuis qu'Osorio est là, à part 2 accidents. Eh bien, on sent qu'il y a ça unit encore plus ce groupe-là, et ça le fait avancer encore plus vite, je trouve. D'accord, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque moi aussi, hein, je suis El Tri, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage. En fait, moi, à chaque fois, quand je regarde le Mexique dans cette Coupe du Monde, j'ai toujours cette phrase qui revient en tête à propos du travail d'Osorio: enfin, ça fonctionne. Enfin, voilà, enfin, il passe un cap, on dirait. Enfin, voilà, même si tu le dis, Ouais. au final, il y a surtout eu que des incidents, des gros incidents, mais des incidents. Mais Ouais, cette fois, on sent qu'il y a quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Pour il y a terminer, quelque chose, ouais. la dernière fois, on avait parlé du verbe cruzazulear avec Diego. On avait expliqué que les Mexicains faisaient vêtir à leurs adversaires, aux supporters adverses, des maillots de Cruz Azul. Parce que ça porte malheur, il paraîtrait que la Suède la fédération suédoise a fait un communiqué pour interdire, ou plutôt demander à ses supporters de ne pas
porter de maillot de Cruz Azul. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Bah, écoute, c'est exceptionnel parce que là, je pense que ça va être l'histoire de cette coupe du monde, en tout cas côté mexicain. Tu l'as dit, hein, ils s'amusaient à donner les maillots de Cruz Azul à l'adversaire et cette semaine, sur les réseaux sociaux, il y a un communiqué avec en tête, avec comme en tête le logo de la fédération suédoise, écrit en suédois d'ailleurs, qui indiquait, donc il avait l'air tout à fait officiel, que la fédération suédoise demandait à ses supporters de refuser tout cadeau d'un maillot de Cruz Azul. Il s'avère apparemment que c'est totalement faux, que c'est un faux communiqué. Donc tu vois, on a franchi un palier supplémentaire dans la moquerie et dans le chambrage absolu des supporters de Cruz Azul. Qui est, voilà, on invente des faux communiqués, mais ça montre aussi le climat, hein, qui règne dans les supporters autour de la sélection. Cet aspect joyeux qui est autour montre aussi que, voilà, il y a vraiment quelque chose, hein. Je sais qu'en disant ça, on court le risque qu'ils perdent 1-0 sur un but à la 90e, mais on sent qu'il y a quelque chose dans cette sélection et autour, avec les supporters de cette sélection. Il y a un parfum sympa qui se dégage de ce Mexique 2018. Très bien, espérons qu'il ne Cruz Azul pas. Espérons que le Mexique passe enfin ce cap. Enfin, les huitièmes, ils en ont déjà parcouru, hein, ils en ont déjà fait, mais là, ils sont dans un groupe assez compliqué. Et voilà, c'est un cap à franchir, cette Suède, pour aller jusqu'au bout de leurs bons résultats. Merci beaucoup, Nico. Et nous, on se retrouve, on l'a déjà dit tout à l'heure, avec Argentine. On se retrouve demain pour parler du Panama. Et on retrouvera Diego pour parler du Mexique. Ciao, Nico. Salut, Simon. Les Ticos ne rééditeront pas l'exploit de 2014, c'est désormais chose faite. Reste maintenant aux protégés de Grégory Chaboch de se montrer sous leur meilleur jour face aux Suisses pour leur ultime rencontre. Salut Grégory, comment ça va? Salut à tous, écoute, ça va très bien, hein, même si pour moi ça ressemble à l'un des derniers podcasts que je vais faire pour cette Coupe du Monde, ça va plutôt bien. Il y en aura encore un, il y en aura un demain, pour savoir si le Costa Rica a donc sauvé l'honneur contre la Suisse. On le sait, on l'a vu, on l'a dit tous les deux, le Costa Rica est loin d'avoir montré le visage qu'il avait montré il y a 4 ans. Il est déjà éliminé et il va jouer le tout pour la gloire, le tout pour l'histoire d'une génération pour qui c'est sûrement la dernière. C'est le dernier shot pour ce Costa Rica-là? Ouais, c'est un peu ce que je redoute. J'aimerais vraiment pas que ça se passe. Et là, j'ai vu un très bon exemple aujourd'hui avec le Pérou. On espère voir ce que le Pérou a mis dans son match, c'est-à-dire pas être en vacances, vraiment jouer le dernier match pour sauver l'honneur. Comme tu l'as dit, c'est sûrement le dernier match de la Coupe du Monde de Coupe du Monde pour certains, comme Bolaños, comme Brian Ruiz. Donc ces mecs-là, ils se doivent quand même de sortir d'une très belle façon. Après, j'espère aussi que notre ami sélectionneur Oscar Ramirez va aussi faire découvrir la Coupe du Monde à certains jeunes qui sont dans le groupe. Je pense notamment à Ian Smith, le latéral droit de Norrköping en Suède. Donc voilà, j'espère un petit mélange comme ça d'anciens et de jeunes pour un peu une transmission de flambeau et surtout un match réussi. Pas forcément empêcher la Suisse de progresser, mais simplement pour sauver l'honneur, marquer au moins un but. Je le rappelle, le Costa Rica n'a toujours pas marqué, 3 buts encaissés, 0 inscrits, donc ça serait au moins bien pour cette génération de marquer un but, quoi. Est-ce que tu penses que, j'allais dire Nigeria, que le Costa Rica, pardon, est-ce que tu penses que le Costa Rica a les armes pour, se décomplexer un petit peu et sortir de son camp et aller provoquer, et aller défier vraiment cette Suisse? Oui, parce que dans un sens, évidemment, le Costa Rica n'a plus rien à jouer à part son honneur, donc ça m'étonnerait qu'ils bétonnent encore comme ils l'ont fait contre le Brésil ou un peu contre la Serbie lors de la deuxième mi-temps. Là, je pense que ça sera un peu plus ouvert. Le Costa Rica va essayer un peu plus de jouer de façon décomplexée. En fait, je pense qu'on va voir le Costa Rica qu'on aime bien voir. Et encore une fois, j'espère vraiment ce mélange entre la nouvelle génération et l'ancienne qui peut donner un subtil mélange et qu'on aurait dû un peu plus voir lors de cette Coupe du Monde. Je pense aussi que c'est le dernier match en tant que sélectionneur de Oscar Ramirez. En tout cas, son contrat arrive à terme après la Coupe du Monde et à mon avis, il sera pas
il sera pas prolongé, donc lui aussi se doit de sortir pas de la meilleure des façons, mais au moins la tête haute, quoi, et se dire bah voilà, on n'a pas été nul, même s'il y a des défaite demain, c'est pas très grave, mais au moins voir dans l'état d'esprit, voir dans le jeu que le Costa Rica n'est pas mort, quoi. Très bien. Eh ben, écoute, on verra demain pour voir débriefer ce match du Costa Rica contre la Suisse et faire un petit bilan de leur parcours dans cette Coupe du Monde. Merci Yes. beaucoup, Grégory. Avec plaisir, Simon, et bravo pour tes podcasts, puisque tout le monde te le dit. Merci beaucoup. Bah écoute, tu en as encore un avec moi. On se dit à demain alors. À demain. Merci beaucoup. Dans ce même groupe E, tout n'est pas encore fait pour le Brésil qui devra se sortir du piège serbe pour valider son ticket pour les 8e. Voyons avec Marcelin Chamois si les Auriverges ont enfin fini de gamberger. Bon dia, boa tarde, boa noite, Marcelin, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, à l'orée de ce match, ce dernier match de poule du Brésil qui, somme toute, garde son lot de suspense. Car le Brésil n'est pas qualifié, loin de là, et va devoir affronter une Serbie qui va jouer son va-tout pour se qualifier elle aussi. Et on l'a vu, la Serbie contre la Suisse et contre le Costa Rica, ce n'est pas une sinécure. Qu'est-ce que tu penses de... Alors avant de parler, ouais voilà, on ne parle pas normalement des autres équipes, hein, surtout une nation balkanique. Moi j'ai envie de te demander quand même ça. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire serbe par rapport au Brésil? Bon, au niveau de l'effectif, je pense qu'ils sont inférieurs. Après, par rapport aux deux premiers matchs contre le Costa Rica et contre la Suisse, où ça a été un très beau match, je pense qu'ils sont vraiment à prendre au sérieux. Et ce match peut être très compliqué. On peut se faire peur peut-être jusqu'au bout, quoi. Je pense aussi, et je pense que c'est une équipe qui posera beaucoup de problèmes aux 23 hommes de Tite qui devrait partir à peu près sur les mêmes bases. Danilo ne devrait pas avoir récupéré, donc Fagner devrait être conduit comme contre le Costa Rica. Douglas Costa a, semble-t-il, pris un coup également à l'entraînement, je crois, et Willian devrait de nouveau être titulaire. Ce qui, si je peux me permettre, est la bonne chose. Quand Douglas Costa était rentré contre le Costa Rica, ça a été bénéfique et c'était la bonne chose à faire. Personnellement, je pense que Willian reste la meilleure option s'il joue bien, évidemment, s'il est en forme et qu'il a son football, il a son ballon, et la meilleure option au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu penses quelle équipe, toi, penses-tu que Tite va aligner, et qu'est-ce que tu penses de cette éventuelle équipe? Ouais, ça va être la même qu'on a vu lors des deux premiers matchs, avec toujours un changement du capitaine. Après Marcelo Thiago Silva, ça sera Miranda demain. Et sinon, je suis d'accord de garder les mêmes joueurs, surtout avec la blessure de Douglas Costa. C'est vrai que Willian a été très sur les deux premiers matchs, mais c'est peut-être justement le fait de quasiment avoir perdu sa place que sans sa blessure de Douglas Costa, je pense qu'il allait sur le banc. Mais ça va peut-être lui permettre de se réveiller, de rentrer enfin dans sa Coupe du Monde, parce que c'est vrai que depuis au moins 4 ans, Willian, c'est l'un des joueurs les plus réguliers. Donc voilà, on attend juste qu'il se réveille. Et après, je suis d'accord de garder ce même milieu avec Coutinho dans le milieu, qui peut être aussi une solution si Willian n'est toujours pas convaincant. Et Firmino aussi sur le banc, on l'a vu lors de ces deux rentrées, peut être très intéressant en sortie de banc. Et oui, tu l'as dit, qu'il se réveille, et je crois que c'est le terme tout à fait opportun. Pour parler du Brésil, on attend tous qu'il se réveille. Qu'est-ce qu'il manque, selon toi, pour que le Brésil ait ce petit déclencheur, ce petit twist qui fasse qu'il se libère? Ouais, je pense il faut de la sérénité, comme on a pu voir lors des éliminatoires. C'est que les deux premiers matchs, je pense, sont mis un peu la pression. Il n'y a pas forcément besoin, au final, c'est vrai que c'est plutôt contre-productif. Donc voilà, juste jouer plus libéré, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Donc avoir conscience de ses qualités, et puis voilà, lâcher un peu la pression qui sert à rien au final. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'à force d'être arrivé dans cette Coupe du Monde avec une telle sérénité, comme tu le dis, hein, on l'a vu, oui, c'est tout à fait le mot. Sur les matchs de préparation, le Brésil roulait sur ses adversaires, a roulé sur les qualifications, et peut-être arrivé en Russie avec un statut beaucoup trop gros pour ses épaules.
et pour des joueurs, somme toute, pour certains, assez jeunes. Et on sait, le Brésil a toujours son principal défaut qui est l'émotivité. Et il faut peut-être qu'ils arrivent à se délivrer de tout cela. Et en effet, ça passera sûrement par un déclic, quelque chose contre la Serbie, un adversaire, on l'a dit, absolument pas à prendre à la légère. Bah écoute, merci beaucoup Marcelin, et on se retrouve demain pour débriefer ce match du Brésil contre la Serbie, et on l'espère, une qualification et une première place pour la Séleção. Ciao Marcelin. Salut. Terminons, como siempre, par notre récap. Dans le groupe C, la France et le Danemark se neutralisent sur un score vierge, pendant que le Pérou sauve l'honneur et sort l'Australie. Victoire 2-0 pour la Blanquerroja. Le Coq domine sa poule, 7 points, secondé par le Royaume d'Hamlet, 5 points. Huayna Capac prend la 3ème place, 3 points, et Crocodile Dundee ferme la marche, 1 point. Dans le groupe D, la Croatie fait le job jusqu'au bout en s'imposant sur l'Islande 2-1. L'Argentine imite les Dalmates face au Nigeria, même résultat, même score. La Croatie fait carton plein, première place 9 points, l'Argentine passe en Fosbury 4 points, suivent le Nigeria 3 points et l'Islande 1 point. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 13e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La VO du jour est celle de Pierre Manrique qui tremble sur le but de Paulo Guerrero. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis. Se viene Cueva hacia el área, peligro, está Paolo, tiró. Cristian, el cholito de Huamachuco, Aladino frotó la lámpara, lo vio a Paolo Guerrero y Paolo Guerrero quisieron volarlo y no pudieron volarlo, quisieron romperlo y no pudieron romperlo, quisieron matarlo y no pudieron matarlo, quisieron hacerlo morder el polvo de la desaparición futbolística, pero no pudieron con él. Paolo el luchador, Paolo el batallador, Paolo el combativo, Paolo el guerrero. Volviste a tu hábitat natural, goleador, volviste al gol. Lo grita Doña Peta en Chorrillos, lo grita cada peruano, en cada rincón de nuestra patria. Gracias Dios por hacer justicia.